L'édition spéciale se poursuit sur LCI. Merci beaucoup de rester avec nous dans le grand dossier. On y est. C'est l'heure du choix. Dans environ 1 heure maintenant, fin des 48 heures, données attribuées à Sébastien Lecornu pour réussir, disons-le, l'impossible. Trouver une solution, un nouveau Premier ministre, éviter la dissolution, que la tentation et la tension est forte. La situation un peu folle même, disons-le aussi. Dernière rumeur en date, Sébastien Lecornu maintenu avec accord de non-censure du PS. Va-t-il faire exploser en vol le tabou de la suspension des retraites pour séduire la gauche? Vous découvrirez toutes les conséquences, même économiques, avec nous dans cet écran juste derrière moi. Les Républicains, autre question, vont-ils envoyer tout balader pour cette raison? L'ouverture à gauche, vous le verrez aussi, fait imploser la Macronie. Quant au RN, Marine Le Pen, elle le promet, elle censurera tout. Le Premier ministre qui s'exprime, ce sera à 20h. Vous saurez tout des dernières tractations grâce à nos équipes qui sont mobilisées sur le terrain. Regardez, nous serons du côté de l'Assemblée nationale, nous serons également du côté de l'Élysée ou encore du côté de Matignon. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais je vous l'assure, ils sont là et ils sont bien en place. Dans cette période, voilà, ils sont là, je les salue et je vous dis à tout de suite, chers tous, dans cette période d'incertitude où l'on se demande si notre pays aura un budget, si nous devrons revoter, chaque seconde compte. Et il n'y a pas que Sébastien Lecornu qui joue son va-tout, chacun joue gros, la tension monte, je vous le disais. Regardez, écoutez. Parmi les bonnes nouvelles, il y a une volonté d'avoir pour la France un budget et cette volonté crée un mouvement et une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, je veux couper court à ce stade à toutes les élucubrations d'un gouvernement commun avec la Macronie. C'est inimaginable. Je censurerai tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Parce que je considère que chaque nouveau gouvernement est une manière de contourner la volonté populaire. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Valérie Nataf. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique pour TF1 LCI. Bonsoir à vous Renaud Pilat, éditorialiste politique TF1 LCI également. Christian Saint-Etienne, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Vous êtes économiste universitaire, analyste politique et vous nous parlerez précisément de la situation des retraites. Et dans un instant, je vous le dis, Johanna Roland, première secrétaire déléguée du Parti socialiste, maire de la ville de Nantes et qui était à Matignon face à Sébastien Lecornu ce matin, sera notre invité donc dans un tout petit instant. Mais d'abord, direction Matignon justement. Léonard Attal, bonjour à vous. Vous êtes sur place avec Jean-Marc Bellard. Alors Léonard, je le disais, ultime tractation, là vraiment on y est, hein, c'est du concret. Y a-t-il quoi que ce soit qui filtre ? Vous l'avez dit et je peux vous dire... Oui, tout à fait. Eh bien, les consultations se poursuivent mais sont presque terminées puisque dans 60 minutes, cela fera très exactement 48 heures qu'Emmanuel Macron a confié à Sébastien Lecornu la charge de rechercher de la stabilité dans cette période de crise politique. Ce qui filtre, c'est simplement que pour l'instant, Matignon écarte la possibilité d'une nouvelle nomination de Sébastien Lecornu, d'un gouvernement Lecornu 2, alors que des rumeurs semblaient fuité dans la presse dans l'après-midi. Matignon a fait savoir par l'intermédiaire de l'entourage de Sébastien Lecornu que cela s'agissait de fausses informations et que cela ne permettait pas de sortir de la crise, je cite. Et un participant à une des réunions qui s'est tenue aujourd'hui nous a confirmé cela. Sébastien Lecornu, pour l'instant, semble écarter une nouvelle nomination et le fait de poursuivre l'aventure à Matignon. Il a poursuivi les consultations aujourd'hui avec le Parti socialiste, les écologistes. Il a tenté de réunir une dernière fois le socle commun qu'il a tant choyé, tant consulté cette dernière semaine avant qu'il ne se fracture. Il y avait donc autour de la table Gabriel Attal, les représentants du Modem, d'Horizon, mais aussi Laurent Wauquiez connecté en visioconférence. On ne sait pas ce sur quoi cela a débouché. Une chose est sûre, il a peu été question finalement de la réforme des retraites, nous a-t-on dit, y compris pour les socialistes qui étaient autour de la table ce matin et qui l'ont dit à la sortie, ils n'ont pas obtenu de réponse suffisante. Voilà pour les dernières informations et donc dans les prochaines minutes, selon toute vraisemblance, Sébastien Lecornu devrait prendre la direction de l'Élysée pour faire part au président de la République de ses conclusions. Oui, parce que c'est le président qui va trancher. Léonard Attal, merci. On suit tout ça avec vous et grâce à vous, grâce également à Jean-Marc Bellard qui est derrière la caméra. Et donc bonjour Johanna Roland. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, première secrétaire
délégué du Parti socialiste, maire de Nantes. Je le rappelle, vous étiez un peu plus tôt à Matignon face à Sébastien Lecornu. Alors, je le disais en introduction, la journée est folle. La tension, elle est à son maximum puisque dans 1 heure maintenant, c'est la fin des 48 heures de tractation. Tellement folle cette journée qu'il y a eu cette rumeur d'un Sébastien Lecornu 2, renommé à Matignon, avec même à la clé accord de non-censure du Parti socialiste. La rumeur a couru tellement fort que Olivier Faure, le premier secrétaire de votre parti, a dû réagir. Regardez ce qu'il a dit. Mais alors, quand même, arrêtons-nous. Voilà, il dit « L'Élysée se lance dans une opération d'intox ». Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Avez-vous entendu parler de cette information ? Avez-vous la preuve que c'est une intox de l'Élysée ? Que vous dit-on du côté de Matignon ? Ah oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une intox. J'étais avec Olivier Faure quand il a rédigé ce tweet, puisque nous avons découvert cette information qui circulait. Cette information dit qu'il y a un accord entre les socialistes et Sébastien Lecornu pour une non-censure. Je peux vous confirmer sur votre plateau cet après-midi que ce n'est pas le cas. Nous sommes allés rencontrer ce matin le Premier ministre démissionnaire. Nous avons d'abord porté la voix des Françaises et des Français, quand même, je vais commencer par là, qui nous disent, vous l'avez rappelé, je suis première secrétaire déléguée, mais aussi maire, donc je suis sur le terrain. Les Françaises et les Français, ils nous disent tous les jours que ce spectacle est affligeant, consternant et qu'il faut que ça s'arrête. Ça, c'est quand même le premier message que nous lui avons porté. Mais intox de l'Élysée ? Écoutez, et si c'est le cas, pourquoi ? Ce qui est évident, c'est que des informations sont dispatchées dans la journée qui engagent un certain nombre d'acteurs politiques et qu'à aucun moment donné, un accord de non-censure a été acté, ni ce matin, ni cet après-midi, ni avec le Premier ministre démissionnaire, ni évidemment avec l'Élysée. Alors bien sûr, j'ai 1000 questions à vous poser. Il va falloir que j'arrive à me restreindre. Ça ne va pas être évident. Est-ce que dans 2 heures, du coup, soyons directs, puisque le temps manque. À 20h, Sébastien Lecornu s'exprime. Entre-temps, il fait trancher plein de choses par Emmanuel Macron. Il y aura un Premier ministre socialiste, selon vos informations, un Premier ministre de gauche annoncé ce soir ? C'est clairement ce que nous demandons. Pourquoi ? Est-ce que vous avez des retours depuis votre visite à Matignon tout à l'heure, vous laissant entendre que ce sera effectivement peut-être rappeler le cas ? Pourquoi nous le demandons, si vous voulez bien. Le Premier ministre a décidé tout seul de dissoudre l'Assemblée nationale. Ensuite, le président. Pardon, merci. Ensuite, le camp présidentiel a perdu toutes les élections qui en sont suivies. Le Premier ministre, le président, décidément, a décidé de nommer à chaque fois quelqu'un plus proche de lui. Monsieur Barnier, puis Monsieur Bayrou, puis Monsieur Lecornu. Et forcément, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Moi, s'il y a un message que je veux passer sur votre plateau cet après-midi, un seul, c'est qu'il n'y aura pas de stabilité pour notre pays sans justice. Donc oui, nous disons, il est temps que le président de la République regarde... Est-ce que dans les échanges que vous avez depuis, vous êtes parti de Matignon tout à l'heure, vous avez des informations, des indications vous disant que, effectivement, c'est bien engagé pour la gauche à Matignon ? Ce que je peux vous dire, c'est que, et d'ailleurs, M. Lecornu l'a dit lui-même, il est Premier ministre démissionnaire, donc il n'est pas en situation de partager une information qui est du ressort du seul président de la République. Donc il écoute les uns et les autres, il évoque des suggestions, il prend des notes, il est attentif, il l'a dit, il fera un retour au président de la République, il s'exprimera aux 20h. Le temps de la décision, je le dis, ce n'est pas ce soir 20h. C'est le moment où le président de la République va choisir et va s'exprimer. Ce sera ça le temps de la décision. Alors, pas ce soir. Vous savez, beaucoup s'interrogent, bien sûr à droite en priorité, mais pas seulement, sur la légitimité de la gauche à Matignon. La légitimité de la gauche à Matignon. Regardons le rapport de force dans l'hémicycle, tel qu'il est aujourd'hui. Et demandons-nous si, au regard de ce rapport de force, puisque dissolution il n'y aurait pas dans ce scénario-là, vous pourriez effectivement rester plus de quelques heures à Matignon si c'était vous. Peut-être Renaud Pilain, Valérie Nataf, quelles sont les chances, pardonnez-moi pour l'expression, de survie d'un Premier ministre de gauche à Matignon ? C'est difficile. J'ai essayé de faire une bonne partie de la journée les calculs, parce que, par exemple, on ne sait pas ce que fera le groupe LR. On ne sait pas ce que fera le groupe LIOT. On sait ce que feront LFI, le RN, Marine Le Pen l'a redit, elle votera une censure pour tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Donc, il est difficile ce que feront les écologistes. Peut-être avez-vous des informations que je n'ai pas. Vous en avez Les écologistes ont été très clairs. Ils ont dit que toute poursuite d'une politique macroniste serait censurée.
D'accord, mais si c'est un Premier ministre de gauche, est-ce que c'est la poursuite d'une politique macroniste ? Bien sûr que non, vous le savez, nous nous sommes réunis hier, écologistes, communistes, socialistes, Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure, moi-même, et nous avions dit ensemble que nous appelions le président de la République à se tourner vers la gauche. Mais j'invite à observer que de plus en plus de voix, y compris dans le camp du président de la République, s'élèvent pour lui dire qu'il doit regarder vers la gauche. Ce n'est pas seulement les socialistes et les écologistes. Je peux vous dire que les échanges existent avec des hommes et des femmes homodèles. Oui, de la société civile. Est-ce que si c'était une personnalité de gauche qui n'aurait pas d'étiquette ou qui ne serait pas encartée, ça passerait quand même? Et si oui, avez-vous des noms en tête? Non, moi, je ne vais pas jouer au jeu du casting. Je sais bien. Je veux un changement. Je m'attendais à cette réponse, mais est-ce qu'une personnalité de la société civile pas encartée est sur la table? Est-ce que vous discutez d'une personnalité de ce type? Non, clairement. Merci. Pourquoi? Parce que vous l'avez très bien expliqué. On le voit avec votre diagramme. Il y a besoin d'aller chercher une majorité de députés pour faire avancer des lois pour les Françaises et les Français, parce que pendant ce temps-là, le compteur tourne. Je rappelle que quand on regarde sur l'année dernière, le temps de la dissolution, on estime que ça a à peu près coûté 15 milliards au pays. Donc pendant tous ces temps de discussion, c'est du temps perdu pour la France. Alors, il faut absolument qu'on parle de la situation économique. Pourquoi? Parce que Sébastien Lecornu, il vous a envoyé quelques signaux ces dernières heures. Il n'est pas venu les mains vides. Il lâche du lest sur le déficit, c'est important de le souligner, alors qu'il vous recevait, le Premier ministre démissionnaire a évoqué désormais une cible de déficit tenue en dessous de 5% de PIB en 2026 contre 4,7% visé jusque-là. Et puis, il y a la question de la suspension de la réforme des retraites. Le Parti socialiste que vous représentez demande des garanties sur la suspension de la réforme des retraites. Dans un instant, chers téléspectateurs, nous irons avec Christian Saint-Etienne vous parler des conséquences en cas de suspension. Mais d'abord, depuis votre entrevue avec le Premier ministre, avez-vous obtenu, un tant soit peu, quelques garanties sur cette suspension de la réforme des retraites? Non, nous n'avons pas, au moment où nous nous parlons, des garanties fermes, pas seulement sur le principe de la suspension, mais sur le contour de la situation. Je prends un exemple très précis. Ce matin, les premiers chiffres qui ont été évoqués par le pouvoir en place, c'est autour de 500 millions. On sait que 500 millions, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, c'est uniquement l'âge légal et pas la question de l'accélération des durées de cotisation. La vérité, c'est que le chiffrage global pour l'année qui vient de la suspension de la réforme des retraites, c'est 3 milliards dont on parle. Donc d'abord, il faut dire de quoi on parle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien l'âge légal et la cotisation? Ce qui est certain, c'est que, je vais le dire de manière simple, je ne crois pas une seule seconde qu'Elisabeth Borne ait pris cette initiative de manière personnelle. Alors, je ne crois pas que les choses soient arrivées comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Il y a à l'évidence une coordination qui a été faite. Oui. Et donc, évidemment, que ce sujet de la fin de la réforme des retraites sera pour nous absolument central dans les discussions. Sébastien Lecornu, il a entretenu le flou en réalité ces dernières heures sur le sujet. Effectivement, dans les indices, appelons-les comme ça, il y a Elisabeth Borne qui, dès hier, a lancé ce qui est beaucoup plus qu'un ballon d'essai, puisqu'elle était en charge de la réforme. Elle a dit on peut suspendre. Et puis, on apprend que Bercy a été consulté il y a 15 jours pour savoir combien ça coûterait. Ça coûterait des millions, voire à terme des milliards, dit le ministre démissionnaire de l'économie. Regardez. Oui, on travaille sur un certain nombre de scénarios, y compris évidemment sur certaines hypothèses qui ont été mises dans l'atmosphère par dont des la gens suspension de la réforme de tous bords. Ce que je peux vous dire, parce qu'il y a évidemment plein de variations sur le même thème, c'est que modifier la réforme des retraites, ça va coûter des centaines de millions en 2026 et des milliards en 2027. Il faut que tout le monde fasse des concessions. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, évidemment, je suis prêt à en faire, mais pas à n'importe quel prix. Christian Saint-Etienne disait on va vous donner toutes les réponses. Mais effectivement, je vous le confirme, Christian Saint-Etienne. Première question, premier élément. Si la réforme était suspendue, d'ailleurs il faut quand même rappeler ça pour nos téléspectateurs, ça voudrait dire un âge de départ légal à la retraite à 63 ans. À court terme, à combien doit-on évaluer une suspension de la réforme des retraites? Nous, on a nos chiffres. Selon une source gouvernementale auprès du formidable service politique de TF1 LCI, la suspension de la réforme des retraites, Christian Saint-Etienne, eh bien, elle est chiffrée par Bercy à 500 millions d'euros pour 2026. On monte à 3 milliards
en 2027. Êtes-vous raccord avec ces prévisions? À quoi faut-il s'attendre? Alors, Johanna Roland l'évoquait, il faut être précis, ce qui n'est pas possible actuellement. Est-ce qu'on joue uniquement sur l'âge de départ ou est-ce qu'on joue également sur la durée de cotisation? Alors, si on ne touche pas à la durée de cotisation et qu'on joue uniquement sur l'âge de départ à la retraite, on peut considérer que ces estimations sont relativement justes, mais elles donnent un coût à court terme. Elles ne donnent pas le coût qui résultera de la réaction de tous les acteurs français et étrangers à l'annonce d'une mesure de ce type. Mais si on regarde uniquement de façon comptable, uniquement à court terme et sous la réserve de ne pas toucher à la durée de cotisation, c'est à peu près les ordres de grandeur. Et si on va plus loin, 2030-2035, là les chiffres de la Cour des comptes sont franchement inquiétants. Nous on s'est arrêté sur ces chiffres-là, Christian Saint-Etienne, les 8 milliards par an à horizon 2030. 13 milliards par an à horizon 2035. Alors c'est totalement cohérent avec les chiffres qui étaient donnés des économies qui devaient résulter de la réforme qui a été faite sous l'ancien Premier ministre. On estimait que effectivement la réforme de 2020 devait nous permettre d'économiser 13 milliards à l'horizon 2035. Donc effectivement, si on revient sur cette réforme, on annule l'économie qui était anticipée. Alors, Christian Saint-Etienne, le ministre démissionnaire de l'économie qu'on vient d'entendre, il le dit, si on fait ça, d'accord, on peut examiner tous les scénarios, mais il faut financer derrière. Il faut compenser. Quelles concessions, par ailleurs, pour y arriver? Alors c'est ça le point clé, c'est que toute la classe politique raisonne en économie fermée. Hein. Et c'est pas que la gauche, la droite aussi, les extrêmes, hein, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche ou, comme on le dit, l'extrême centre, tout le monde raisonne en économie fermée. Or, la France est en économie ouverte. Les rares derniers secteurs où on est bon, ce sont des filières comme l'aéronautique, comme le luxe, où on exporte plus de 80% de notre production. Donc nous sommes en économie totalement ouverte, d'autant plus qu'une grande partie de ce que nous consommons est importé. Donc dans ce contexte-là, ce que pensent à la fois les acteurs économiques internes et les acteurs économiques externes, sans parler des marchés financiers, est clé. Donc je réponds à votre question à deux niveaux. Oui, voilà. Des pistes ce que les économistes distinguent généralement, c'est le raisonnement statique et le raisonnement dynamique. Le raisonnement statique, si la France avait un excédent extérieur, si nous avions un taux de chômage à 4%, on pourrait se permettre 13 milliards de plus. À la limite, ça ne poserait pas de problème. La question clé, c'est que ça se rajoute à un déficit de 150 milliards. On pourrait dire, on est déjà à 150, on peut passer à 163. Le problème, c'est que vous enclenchez des dynamiques des acteurs économiques. On a déjà un problème qui, pour moi, est très inquiétant, plus que celui de la question des retraites, c'est que l'investissement productif est atone depuis 18 mois. Il n'y a plus d'investissement. Toutes les décisions concernant l'avenir sont reportées. Et dernier point, quand vous imaginez des mesures de ce type, en fait, vous renvoyez les déficits encore plus loin dans le futur. C'est-à-dire que déjà, le déficit actuel, ce sont les générations futures qui vont le payer. Mais en plus, vous rajoutez du déficit au déficit et donc vous aggravez la situation. Donc dans cette condition, je finis de répondre, mais c'est important de replacer le cadre. Vous êtes Premier ministre, quel qu'il soit, dans quelques heures ou demain, et vous avez dû accepter, parce que le président de la République vous a dit vous annulez la retraite, la réforme des retraites, parce que c'est la condition pour passer le budget. Donc vous devez faire des économies équivalentes. Alors, vous allez aller chercher dans les possibilités, ça sera une réduction de la dotation globale aux collectivités locales, ou une moindre augmentation. Vraisemblablement, ça sera une baisse du taux de remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Même si vous incluez les augmentations d'impôts qui sont envisagées comme la reconduction de la cotisation
cotisation minimale pour les hauts revenus, même si vous mettez en place un ISF nouveau sur les détentions de liquidités, vous pouvez trouver 5 ou 6 milliards de plus, mais ces 5 ou 6 milliards étaient déjà inclus dans la réduction. Alors, Christian, merci beaucoup, c'est très clair. J'ai encore un chiffre à soumettre, puisque effectivement, vous l'avez dit, ça a un coût, l'instabilité politique. L'OFCE, par exemple, regardez, a évalué les effets de l'incertitude ambiante. Le coût de la crise politique depuis son démarrage en juin 2024 se chiffrera à la fin de l'année 2025 à 0,5 point de croissance. On monte à 15 milliards d'euros. Merci Christian, on peut retourner s'installer ensemble, mais je vous pose cette question à tous. Dissolution, fin de la réforme des retraites. Quel est le pire scénario en réalité pour notre économie, pour les marchés? Est-ce que c'est l'instabilité? Est-ce que c'est de mettre fin à la réforme, la suspendre? Renaud? Je crois que le pire, c'est l'instabilité. Ce que détestent les chefs d'entreprise, qu'ils soient patrons du CAC 40, qu'ils soient patrons de PME, qu'ils soient artisans, commerçants, professions libérales et même salariés, en économie, la décision, elle se fait sur de la stabilité politique. Parce que la stabilité politique, c'est le cadre dans lequel vous travaillez, vous innovez, vous empruntez. Donc il faut une stabilité politique, stabilité fiscale, stabilité sociale si possible. Et donc ce qui arrive depuis plusieurs mois à la France est une catastrophe. Sur donc il faut suspendre la réforme des retraites. C'est un coût moindre que l'instabilité. Et je reviens sur le chiffre donné par le FCE. 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est l'équivalent du déficit chaque année des retraites. C'est environ 10 milliards d'euros que nous pompe le déficit des retraites chaque année. Donc, personnellement, je considère qu'on ne met pas le pays par terre sans budget pour une question de réforme de retraite qui peut s'arranger. Évidemment que la suspension de la réforme des retraites est nécessaire, ça peut s'arranger. Mais sauf que c'est pas sans conséquences politiques en termes d'instabilité. Pardon, c'est quand même pas tout à fait réglé. Johanna Rolland, l'entourage de Bruno Retailleau dit c'est une ligne rouge. Alors il y a quelques divisions dans son camp, mais quand même, ligne rouge, et même pour Horizon. Même pour Édouard Philippe, c'est non, on ne peut pas faire un compromis avec la vérité, dit Édouard Philippe, et le sens de cette réforme des retraites. Il faut travailler plus, donc une suspension de la réforme des retraites, c'est non, notre pays ne peut pas se le permettre. Peut-être que cette suspension, elle créera de l'instabilité malgré tout et ne résoudrait en rien la situation. D'abord, je crois que dire qu'il y a quelques divisions à LR sur ce sujet me semble un doux euphémisme. Vous misez sur la division. Je prends le pari ici que les heures et les jours qui viendront montreront qu'il y a des divisions profondes au sein de LR. Vous avez des membres de LR qui vous parlent en disant... sur cette question, monsieur le confirme. Pardonnez-moi de vous interrompre, je suis désolée, mais est-ce que vous avez des contacts avec des républicains qui vous disent qu'ils sont les contacts partants avec vous avec tel ou tel? Je vais vous poser une question très concrète. Pardonnez-moi, c'est désagréable d'être interrompu, c'est pas poli et je m'en excuse, mais c'est important, puisque vraiment chaque seconde compte et c'est pas une expression. Est-ce que oui ou non, vous avez du côté des républicains des garanties selon lesquelles certains d'entre eux vous suivraient pour vous assurer, à vous, une forme de stabilité si d'aventure je vais vous donner un exemple très concret. Monsieur Geoffroy Didier a dit avant-hier dans un débat avec le secrétaire général du Parti socialiste Pierre Jouvet que lui, Geoffroy Didier, ne censurerait pas un socialiste à Matignon. Vous le voyez, il y a des lignes qui bougent partout. Ce chiffre de 15 milliards que vous avez rappelé, qui n'est pas inventé, qui est le chiffre de l'OCDE, je l'ai volontairement pris dans la première partie de la discussion. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai deux convictions. On a besoin de stabilité, je partage ce que vous avez dit, et de justice. Et qu'en fait, les deux vont ensemble. La France est un pays dans lequel il ne peut pas y avoir de stabilité sans justice. Si on revient un instant sur la question de la suspension des retraites, vous l'avez très bien rappelé, le premier chiffre, celui de 500 millions, c'est très important. Nous, il ne nous convient pas. Pourquoi ? Parce que je redis que c'est que l'âge légal et que ce n'est pas la prise en compte des durées de cotisation. Donc la réforme Touraine ? Absolument. En fait, vous ne demandez pas de modification de la Vous demandez l'abrogation de la réforme Touraine ? Nous demandons... Celle que vous aviez votée, qui nous réforme sociale. Non, justement, vous ne la demandez pas. Absolument. Nous demandons la suspension totale de la réforme des retraites. Parce que ce qui est en train et l'âge de départ se jouer et la durée. Là, absolument. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos. Ça ne peut pas être de l'à peu près quand on parle de sujets aussi importants. La suspension de la réforme des retraites qui a été posée par Elisabeth Borne, pour nous, elle est centrale, puisque nous disons depuis des mois
et des mois qu'il faut en finir avec cette retraite et qu'il faut que le Parlement puisse débattre pour aller jusqu'au bout. Vous évoquez les chefs d'entreprise. Je dirige une grande métropole, je travaille avec eux régulièrement. Et par expérience, je sais qu'on peut être en accord ou en désaccord, mais que la chose qu'ils demandent, c'est de la stabilité. Bien sûr. Donc oui, on est dans un moment où il va bien falloir trouver des solutions pour le pays. Valérie Nataf et ensuite Christian Saint-Etienne, et je dois prendre la direction de l'Élysée juste après. Comme juste très proche, très court. Vous parlez des LR. Je voudrais juste rappeler un chiffre. Il y a eu une vingtaine de députés qui, en 2023, ont voté la motion de censure qui a failli renverser Madame Borne, pour vous dire à quel point c'est compliqué à l'intérieur du groupe LR, même si c'est plus le même aujourd'hui qu'en 2023. Non, mais je voulais simplement dire qu'il y a un triangle à prendre en compte. On vient d'évoquer la stabilité, on vient d'évoquer la justice. Et il y a un troisième sommet du triangle, c'est les perspectives. Et s'imaginer, tous les jours, on vient sur le marché financier pour financer le déficit. En fait, on y vient tous les 15 jours pour lever 10 milliards et on va devoir lever 300 milliards cette année. Qui finance? Ce sont les Allemands, les Japonais, les Américains à hauteur au moins de ce déficit. On demande à des gens qui gèrent par ailleurs cet argent qu'ils vont investir dans la dette, c'est de l'argent de fonds de pension, c'est de l'argent de système d'investissement, d'épargne aux Pays-Bas ou ailleurs. Et vous allez leur dire, chez vous, l'âge de départ actuellement est à 66 ans aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais vous allez gentiment financer la retraite à 62 ans en France pour continuer un déficit de 150 milliards. Et surtout, c'est ça qui est clé, sans perspective. Je précise, c'est très important. On aurait un projet socialiste qui dirait, à l'horizon de 7 ans, on va mettre le paquet sur la réindustrialisation, on va investir comme des malades, on va relever la formation professionnelle. Avec des économies en face. On va développer massivement la recherche et développement. Et dans le cadre de ce projet extrêmement ambitieux pour faire passer le truc, on fait une mesure sur les retraites. C'est pas du tout pareil que de dire on exige la suspension des retraites dans le contexte actuel. On va en reparler avec Pascal Perrineau, que je salue. Je vous en prie, merci de venir sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup, Johanna Rolland, d'avoir été notre invitée. Peut-être juste en 30 secondes, si vous le permettez. Un mot. D'abord, dans le contre-budget que les socialistes ont proposé, il y a une perspective globale, premier élément. Deuxième élément, en fait, ce que nous cherchons à trouver, c'est une solution entre maintenant et l'élection présidentielle, puisque les débats juste que vous posez sur la réindustrialisation du pays, et nous le porterons, ce sera pour l'élection présidentielle. Et je vous remercie encore infiniment d'avoir accepté notre invitation, puisque vous êtes légèrement occupée en ce moment. Johanna Rolland, merci beaucoup. Pascal Perrineau, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes politologue, bien sûr, professeur des universités à Sciences Po. Avant de vous entendre, je prends quelques instants la direction de l'Élysée, puisque c'est là que beaucoup de choses, voire tout, en réalité, va finir par se nouer. C'est la Beaugriot. À tout moment, on va voir une voiture quitter Matignon, puisque Sébastien Lecornu va venir là où vous êtes, à l'Élysée, pour que Emmanuel Macron finisse par trancher. Vous êtes sur place avec Bodan Budka. Que savez-vous de l'état d'esprit du président à cette heure ? Écoutez, j'ai pu échanger avec quelques rares interlocuteurs du chef de l'État. L'un d'entre eux m'expliquait qu'Emmanuel Macron n'était, je cite, pas contaminé par la fébrilité ambiante. Il regarde cela avec lucidité et va prendre sa décision calmement. Car vous le disiez, tout va reposer sur ses épaules au chef de l'État qui est appelé à la démission par certains opposants, mais aussi qui est appelé à organiser une présidentielle anticipée par son ex-premier ministre Édouard Philippe. Sur cette question, pas question de répondre à ces attaques glisse l'entourage du chef de l'État. Nous allons essayer d'être plus élégants que les auteurs de ces déclarations. Voilà ce qu'on me confiait hier. Et par ailleurs, ce que je peux également vous dire, c'est qu'il n'y a rien de formel à l'agenda en termes de consultation, mais on sait qu'il a vu hier Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher pour des consultations tout à fait classiques, nous disaient leurs entourages. En revanche, l'un de ses proches expliquait qu'il s'agissait
aussi en fait d'envoyer un signal, une forme de coup de pression à ceux qui aujourd'hui sont en pleine négociation pour ces dernières heures. Il consulte discrètement, il n'est pas isolé, affirme l'un de ses soutiens. Il sera isolé dans sa décision. Certes, un membre du camp présidentiel, un cadre du camp présidentiel me disait plus lucide, il est mutique, ne nous dit rien, lit nos messages, mais ne répond pas. En tout cas, le chef de l'État ne s'exprimera pas ce soir, mais il n'est pas impossible qu'on l'entende d'ici à la fin de la semaine. Merci beaucoup, c'est la Bougriou. Merci à Bonan Boudka qui est avec vous. Et comme à chaque fois, vraiment, n'hésitez pas, dès qu'il se passe quoi que ce soit, à venir vers nous. Pascal Perrineau, je vais le marteler, la situation est assez folle, le temps est compté. Et encore une fois, ce n'est pas une expression, puisque maintenant, dans 40 minutes, on arrivera, mais factuellement, au terme des 48 heures d'ultime tractation voulue par le président de la République. Une rumeur, j'y reviens, a circulé en fin d'après-midi. Dans l'après-midi, Sébastien Lecornu qui serait maintenu avec accord de non-censure du PS. Ça a valu une réaction d'Olivier Faure qui dit voilà, l'Élysée se lance dans une opération d'intox. Marine Tondelier a réagi assez rapidement aussi. Ça ne va pas être possible, dit-elle. Je ne comprends pas ceux qui ne comprennent plus. Je vais vous poser une question qu'à mon avis, mais modestement, je le pense, beaucoup de Français se posent là, en ce moment. Et on ne va pas y arriver, Pascal Perrineau. On ne va pas y arriver. Oui, on a l'impression de plus en plus, quand on écoute les uns et les autres, qu'on arrive au bout de la voie sans issue et qu'il y a un véritable mur et que personne ne fait la courte échelle pour essayer de le franchir. Et même ça se durcit. Parce que regardez, du côté de LR, on dit maintenant, si on participait à un gouvernement, ça serait un gouvernement de cohabitation, donc pas de coalition. Le PS dit la même chose, c'est nous avec les écologistes et éventuellement les communistes. Et c'est tout. Et il n'est pas question de tendre la main au bloc central. Donc on est dans une situation, en effet, qui se durcit. On a l'impression presque d'une forme d'autisme politique. On parlait tout à l'heure de beaucoup de forces politiques qui n'arrivent à penser l'avenir, même à court terme, de la France, que dans le cadre purement hexagonal, comme si on était une société fermée, une économie fermée, ce qui est complètement absurde. Mais au sein de l'Hexagone, on a l'impression d'une classe politique qui ne représente pas forcément grand-chose quand vous regardez le nombre de Français qui adhèrent à des partis. Or là, le jeu est purement un jeu de partis. On reçoit les exécutifs des partis. Mais vous savez, c'est quoi? C'est 1% du corps électoral à peu près, qui adhèrent aujourd'hui à un parti. Donc on a l'impression aussi d'un autisme, d'un renfermement de la classe politique. Sébastien Lecornu, il s'est présenté devant les Français ce matin, vers 9h30, et il a dit voir dans ses consultations une volonté partagée d'avoir un budget, je le cite, et qui éloignerait même les perspectives d'une dissolution. Voyez-vous la question de la dissolution s'éloigner, vous, personnellement? Non, je ne crois pas, parce que... Les Français doivent se préparer à retourner aux urnes selon vous. Bien sûr, parce que s'il n'y a pas d'issue, ou bien si on nomme, là j'entendais tout à l'heure un gouvernement de gauche, mais un gouvernement de gauche, vous prenez votre papier, vous prenez votre crayon, et vous cherchez à voir s'il a une majorité à peu près stable. Il n'aura pas de majorité stable. On pourrait très bien avoir un Premier ministre socialiste qui, dans 2 jours... une fois nommé, sera soumis à une motion de censure. Vous ajoutez les filles, vous ajoutez le RN, vous ajoutez LR, vous ajoutez différents... Une partie des LR. Mais enfin, on voit ni les rotaillistes, si vous me permettez cette expression, ni les partisans de Wauquiez soutenir un gouvernement de gauche. De manière durable. Donc ça sera une fois de plus la corde qui soutient le pendu. Il ne faut pas croire que la gauche arrivera à apporter la stabilité que la droite n'a pas réussi à apporter. On est dans une situation ingérable. Dans les situations ingérables, il faut que la dissolution retrouve son esprit originel. La dissolution après les européennes, ça a été un acte absurde. Le président aurait dû le dire, ça aurait été mieux comme ça. La dissolution, ça ne sert jamais à cela. La dissolution, ça sert à sortir d'une crise. Là, la crise, vraiment, on en a tous les attributs. Alors, crise économique, sociale, on a tout. Je vous vois, Valérie et Renaud, réagir. Je voulais juste sur la question de la dissolution, il faut qu'on écoute ce qu'a dit Marine Le Pen, parce qu'elle a eu des mots très forts. Pour elle, la classe politique, elle ne veut pas se couper de membres, elle a trop peur de retourner devant les électeurs. Regardez, parce qu'elle appuie peut-être là où ça fait mal. Regardez. Une partie de la classe politique, aujourd'hui, se révèle telle qu'en elle-même,
ce qu'elle arrive parfois à cacher à l'opinion publique, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se couper un membre pour conserver leur place. Ils crèvent de peur de retourner devant les électeurs. Quand on est un élu et qu'on a peur de retourner devant les électeurs, il faut arrêter d'être élu. Il faut faire autre chose. Parce que le spectacle qui est donné est désespérant. Elle appuie là où ça fait mal, Marine Le Pen ? Elle appuie où ça fait mal. Il faut reconnaître tout de même à sa décharge que le désespoir, elle dit la situation est désespérante, mais le Rassemblement national y a beaucoup contribué, puisque c'est lui qui, à plusieurs reprises, en s'associant avec l'extrême gauche, contribue à faire tomber à la fois le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou et le gouvernement Lecornu. Donc le Rassemblement national n'est pas complètement en dehors de ce désordre qui désole Madame Le Pen. Alors, ça y est, j'ai fini de parler. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, pardon, mais je suis un peu perdue, parce que demander une dissolution, alors qu'on nous explique depuis des semaines, voire des mois, que le plus urgent, c'est d'avoir un budget, et que ce budget doit être déposé lundi soir à l'Assemblée, ce lundi, le 13 octobre, une dissolution ne ferait que retarder l'adoption de ce budget. Donc, pardon, mais moi, personnellement, je suis un peu perdue. Renaud, et puis je vous laisse... Alors, je ne suis jamais aussi optimiste, pardonnez-moi, que le président de la République, qui est toujours d'un optimisme forcené, et c'est ce qui, me semble-t-il, l'a amené à de très très grosses erreurs politiques, notamment, je suis d'accord avec Pascal Perrineau, la dissolution, mais je considère qu'il y a une très petite voie possible pour éviter la dissolution. Il y a une toute petite voie possible pour trouver peut-être une mini-coalition qui parviendrait, non pas, et on n'en est plus là, dans un régime parlementaire en crise, parce que pour l'instant, nous sommes dans un régime parlementaire en crise maintenant. Et comme ça s'est fait en Italie il y a 20 ans, comme ça se fait en Belgique, comme ça se fait dans d'autres démocraties européennes parlementaires, eh bien, la vérité de 11h du matin n'est pas la vérité de 17h. Parce que, par définition, on discute tout le temps. On négocie tout le temps. C'est exactement ce qui se passe au Parlement européen. Moi, je discute très souvent avec des parlementaires européens qui, quand ils reviennent à Paris, sont effarés. Parce qu'ils disent, à Paris, les gens arrivent avec leurs fiches et ils disent moi, c'est mon programme. Et toi, moi, c'est mon programme. Et toi, est-ce qu'on peut faire... vous savez, les patates, autrefois, on fait rencontrer des cercles. Ben là, la patate, elle est vide. Sauf qu'au Parlement européen, effectivement, ils y arrivent. Et dernière chose, ce qui compte, c'est pas d'être soutenu, c'est d'avoir une non-censure. Une non-censure. Il faut avoir un gouvernement qui a dealer avec telle formation politique une non-censure. Et j'en ai terminé. Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il a dit ce matin ? Chaque mot compte en crise politique. Il a dit « Nous ne soutiendrons pas ou nous participerons pas évidemment à un gouvernement avec des socialistes ». Bruno Retailleau n'a pas parlé de censure. Une mini-coalition, le mini-espoir de Renaud Pilat. Oui, on peut. Pascal Perrineau. C'est encore possible. On va voir d'ailleurs si là-dessus Sébastien Lecornu a progressé et peut offrir une perspective de pacte de non-agression. C'est ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le pacte de non-censure, c'est ça. Un pacte de non-agression qui serait... Mais il faut le faire vivre, ce pacte de non-agression. Et donc, il faut trouver des personnalités qui peuvent le porter dans les semaines ou les mois à venir. Et là, il faudrait se retourner vers plutôt un profil technique, un profil de J'allais vous poser la question. technique. Et croyez-vous au gouvernement technique Pascal Perrineau. On peut avoir un gouvernement semi-politique et semi-technique. Oui. C'est-à-dire que, regardez l'Italie. L'Italie est sortie de la crise en faisant entrer au gouvernement Mario Draghi. Donc il y a potentiellement des Mario Draghi en France. La question, c'est est-ce que la classe politique française est capable de s'ouvrir ? La crise en Italie a duré très longtemps avant qu'ils s'ouvrent et qu'ils acceptent l'avenue d'un Draghi. Donc la question, c'est qu'est-ce qui serait nécessaire ? Mais je voudrais aller un cran plus loin parce que certes, le vote éventuel d'un budget, c'est très important. Excusez-moi, mais ce qui est c'est des informations venant de Matignon, si c'est pour rentrer au gouvernement, prévenez-nous. Le ministre, dites-le nous. Mais ce qui est absolument fondamental, c'est, je suis désolé, c'est les perspectives économiques, c'est de relancer la machine de l'investissement et relancer la machine de la création de richesses sur notre territoire. Là, on nous propose effectivement de trouver une solution, un pacte de non-agression pour passer un budget.
OK, donc on passe une étape, les 3 prochains mois, on tient jusqu'à Noël. On passe l'hiver. Mais est-ce qu'on perd 1 an et demi derrière? C'est ça la question fondamentale. Or, c'est ce qu'on évoquait, et Johanna Roland, tout à l'heure, a fait une réponse, malheureusement, elle est partie juste derrière. Elle a dit, parce que vous vous souvenez, j'ai dit, on peut toujours même retarder l'application de la réforme des retraites si, à l'intérieur d'un plan stratégique de rebond de l'économie française et de sa société, parce que c'est toute la société qui est tétanisée actuellement. Et elle a dit, mais nous cherchons juste une solution actuellement pour les 18 mois, parce que le projet stratégique, on le renvoie à la présidentielle. Ça vous semble... Et en fait, ce qui compte, c'est pas le passage du budget, c'est qu'on mette en œuvre un projet stratégique, parce que ça fait maintenant 3 ans que l'économie française est bloquée et 18 mois qu'elle est gelée. Donc la question, c'est vraiment, OK, on peut faire passer un budget, mais qu'est-ce qui se passe au début de 2026 ? Est-ce qu'on retourne aux urnes, mais cette fois au niveau présidentiel ou pas ? Alors, il faut qu'on vous interroge effectivement sur la suspension de la réforme des retraites, point central des discussions, en tout cas avec la gauche, et des divisions en ce moment même aussi du côté de la droite. On va se demander si on a le choix, en fait. On va se demander si on a le choix parce que, regardez, quand on tend le micro français, regardez ce que ça donne. C'est une bonne initiative, je suis du même avis, parce que ça va un peu baisser la tension. Vous voyez toutes les marches, tous les blocages des travailleurs, des retraités, de toute la société. Le problème de tout ça, c'est la réforme des retraites. C'est absolument pas la solution, d'autant plus que quand vous regardez ce qui se passe en Europe, la plupart des pays européens, et si je ne me trompe pas, ils sont entre 63 et 67 ans. Donc on est un des seuls pays où on n'arrive pas à imposer les retraites et en fonction effectivement de la répartition pour tous, qui soit équitable. Donc là c'est plutôt mitigé. Mais quand on interroge les Français dans le cœur d'un sondage, j'attends que le coup de fil de Christian Saint-Etienne s'arrête, pardonnez-moi, qui prend rendez-vous. L'IFOP, une enquête IFOP a été commandée par le Parti Socialiste. 66% des Français favorables à la suspension de la réforme des retraites. Je crois que même le PS n'en attendait pas tant. Donc, quand on voit que ça peut débloquer une participation de la gauche, quand on voit que c'est ce que veulent les Français à la fin de la journée, pourquoi c'est pas le choix que... Vous savez, la situation n'est pas nouvelle. D'abord, jamais aucune réforme des retraites n'a eu l'assentiment d'une majorité dans l'opinion publique. Ça se fait toujours, ça se fait toujours contre l'opinion. Ah ben en 81, ça, il s'agissait de lâcher, donc ça oui. Mais il fallait changer la vie en 81. La réforme Fillon, etc. Voilà, ça n'est absolument pas le cas. En revanche, tout à l'heure, j'écoutais attentivement le coût du report d'une réforme des retraites, voilà, c'est à peu près un tiers de l'effort qu'on devrait faire, et puis peu à peu 2 tiers, et peut-être la totalité de l'effort que l'on devrait faire. Donc je ne crois pas que ça suffira à acheter la paix au sein de la classe politique. Oui, mais le coût de ne pas avoir de budget, Pascal. On regarde le rapport, le rapport coût bénéfice. Eh bien, lorsqu'on fait les 2 colonnes coût-bénéfice, je pense que vraiment avoir une suspension et ensuite un débat parlementaire, parce que comme on est maintenant dans un régime parlementaire, c'est pas l'exécutif qui décide, c'est pas Emmanuel Macron, ça va se passer chez les partis, chez les députés, et il faut qu'ils prennent les responsabilités. Le débat sur la réforme des retraites et de l'autre côté, pas de budget. Avec ce que vont regarder les marchés financiers, je pense que le coût-bénéfice, il est en faveur de la suspension de la réforme. Question Saint-Etienne, et on accueille Philippe Ballard dans un tout petit instant. Allez-y. Alors, je voulais dire sur cette question des retraites que suspendre à la fois l'augmentation, le recul de l'âge de départ et l'augmentation de la durée de cotisation, c'est casser toute la dynamique qui vise à rétablir l'équilibre à long terme. Or, le problème au démarrage, c'était pas celui-là. Le problème au démarrage, c'était de traiter des cas particuliers, les personnes qui ont des emplois extrêmement durs, et donc de faire en sorte que seulement ces personnes puissent partir plus tôt. On estime que c'est à peu près 15% de la force de travail qui pourrait bénéficier d'une réduction de la durée de cotisation ou d'une réduction un abaissement de l'âge de départ compte tenu de la pénibilité, et les femmes suite aux enfants. Donc, au lieu d'avoir un débat un peu technique et réellement social traitant des réels problèmes, on veut une mesure générale. Or,
j'ai une petite différence avec vous sur ce point. Je me demande si le message qui serait envoyé urbi et orbi, c'est-à-dire en France et hors de France, le message consistant à casser la dynamique de retour à l'équilibre de long terme sur les retraites, il faut se souvenir que les retraites, c'est un quart de la dépense publique. Je me demande si je préfère pas ne pas avoir de budget et qu'on s'enfonce dans la crise jusqu'au moment où les gens se mettront vraiment autour d'une table parce que les Français iront voir les hommes politiques sur les marchés et commenceront à leur balancer des tomates. Mais Christian, ça veut dire une dissolution. Alors messieurs, ça veut dire une dissolution. À ce moment-là, non à la dissolution. Non, ça sera une dissolution. Renaud, s'il n'y a pas d'accord, il y a une dissolution. Je me permets, mais je fais attendre là pour le moment Philippe Ballard. Et vous savez, j'aime être poli. Philippe Ballard, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau, député de l'Oise, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Merci de nous avoir rejoints. Nous allons reparler retraite ensemble, bien évidemment. Mais d'abord, je voudrais qu'on réécoute Marine Le Pen. Vous vous souvenez de Marine Le Pen qui disait, avec nous, pas de censure automatique? Oubliez. Regardez. Cette dissolution, je le crois, est incontournable. Je censurerai tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Parce que je considère que chaque nouveau gouvernement est une manière de contourner la volonté populaire. Donc non seulement il ne se contente plus aujourd'hui de contester les choix du peuple souverain, de forcer la main, comme ils l'ont fait entre les 2 tours de l'élection législative dernière, mais maintenant, carrément, ils veulent empêcher le peuple souverain de pouvoir voter. Bon, ils n'ont qu'à supprimer les élections, ça ira plus vite. Du haut de tout mon cynisme de journalisme, vous n'avez pas franchement apprécié, Philippe, mais est-ce que tout ça, dans le fond, vous arrange bien ? Est-ce que tout ça vous arrange bien parce que ça vous permet de dénoncer le système, les petits arrangements entre amis, le fameux UMPS dont vous avez parlé au sein du Rassemblement national et du FN même avant ça, pendant des années? C'est pas que ça nous arrange. Moi, j'appelle plusieurs fois par jour ma permanence électorale et l'assistante parlementaire qui s'y trouve me dit mais tous les jours, j'ai jamais vu autant de monde dans la permanence et le nombre de personnes qui viennent et en disant moi j'ai pris ma carte aujourd'hui, on en est à 5 à 10 adhésions par jour. Enfin, c'est du jamais vu. Jamais vu. Ça fait 3 ans et demi que je suis député et on n'a jamais vu ça. Donc malheureusement... Dans les chiffres, ça se confirme très concrètement? Vous avez des chiffres à nous donner qui confirment ce... Moi, je sais que dans ma circonscription, à jour, 365 pour adhérents à jour de cotisation et on en engrange tous les jours. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que c'est un raz-de-marée, que c'est un signe, mais bon, c'est un signal quand même. Et la sortie de Marine Le Pen, j'ai pas été surpris parce que nous, lundi à 17h en réunion de groupe avec Éric Ciotti, qui entre parenthèses est très satisfait de l'alliance que nous avons nouée, nous a dit, je me souviens très bien de sa phrase, s'il faut censurer 15 fois, on va censurer 15 fois. Donc depuis lundi, oui, quand on voit ce cinéma, il faut y mettre fin, parce que qui s'occupe des problèmes des Français? Personne. Oui, mais là, en attendant, ça se passe sans vous. Les discussions, les négociations, et si gouvernement il y a, ça avance sans vous. On n'a pas envie de se mêler de ce foutoir. Mais quel bazar. Les Français, on sait ce qu'ils pensent. Mais à partir de quel moment on s'intéresse à leurs problèmes, le pouvoir d'achat, la dette, le déficit, le problème des Français, l'immigration. Le problème des Français, c'est ce qui revient souvent, les retraites. Cette réforme, là telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne vous convient pas du tout au Rassemblement national. Le Parti socialiste, la gauche dans son entièreté, dit, nous, on peut obtenir potentiellement la suspension de cette réforme des retraites. Et ça, vous seriez prêt à le censurer. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'intérêt de vos électeurs? Alors déjà, combien de textes il faudrait gober avant que le texte arrive à l'Assemblée nationale? Puis deuxièmement, nous, on répond une chose très claire à la gauche. Il y avait une très bonne façon d'abroger cette réforme des retraites, c'était de ne pas faire le Front républicain. Parce que quand des électeurs, alors les électeurs de gauche, à la limite, peu importe, mais les états-majors du nouveau Front populaire, donc de LFI, ont décidé de voter, par exemple, pour Madame Borne, pour la faire réélire, ils ont fait élire des gens, qui ne nous ont pas permis d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous aurions été majoritaires à l'Assemblée nationale, on abrogeait cette réforme. Et puis même, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une journée réservée à un groupe parlementaire, on avait mis en première position l'abrogation de la réforme des retraites. La gauche n'a pas voté. Voilà, donc il y a un moment, il faut arrêter de se fiche du monde. Alors, nous, on se demande dans quelle mesure vous êtes... Pardon, je suis directe, j'estime qu'on n'a plus le temps. Vous me comprenez, encore une fois, dans 20 minutes maintenant, c'est la fin des 48 heures d'ultime tractation. Donc, c'est pas de la comédie, quoi. On va se demander si vous êtes maître du jeu ou si vous êtes hors jeu. Pascal Perrineau, je voudrais qu'on regarde le rapport de force dans l'hémicycle, parce que ça, c'est des faits. Ce sont des faits. Quand on regarde l'hémicycle, à cette question, maître du jeu, le Rassemblement national ou hors jeu, vous répondez quoi? Pour l'instant, le Rassemblement national est le premier groupe et la première force au Parlement.
mais c'est une force relativement solitaire, parce que, à part le tout petit allié ciotiste, vous voyez bien que si vous faites l'addition, vous êtes loin, bien sûr, de la majorité des sièges, et même d'une majorité relative confortable. Donc le problème pour une puissance solitaire comme le Rassemblement national, c'est d'élargir, de trouver, d'être au cœur d'une coalition. Pour l'instant, cette coalition, personne à peu près n'en parle. Hein. Et le Rassemblement national, lui, connaît une dynamique interne. Les sondages d'intention de vote, aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives, montrent qu'il y a une hausse des intentions de vote pour le Rassemblement national, mais qui ne devrait pas lui permettre d'avoir, pour l'instant, s'il y avait une dissolution, la majorité absolue. Donc, les petites... vous savez, j'écoutais Mme Le Pen tout à l'heure, elle dit c'est désolant, faut négocier, etc., les petites magouilles. Ben, oui, mais peut-être que s'il y a dissolution, eh bien, le Rassemblement national sera, lui, obligé aussi d'avoir recours aux petites magouilles avec de multiples guillemets et aux négociations. Parce qu'aucune force, quelle que soit sa puissance, je pense jadis au mouvement gaulliste, et puis après au Parti socialiste dans les plus belles années, les vrais partis dominants. Or, le Rassemblement national est devenu un parti dominant. Mais ils ne peuvent jamais gouverner seuls. Ils sont obligés toujours de rentrer dans des coalitions. Et c'est là où on verra que si ce que rejette du revers de la main Mme Marine Le Pen, elle ne sera pas obligée demain de le pratiquer. Jordan Bardella a répondu à ça hier dans une interview sur une chaîne concurrente en disant après le deuxième tour. Après le deuxième tour. Donc, une fois connue la composition de l'Assemblée nationale, s'il nous manque 15, 20 députés, oui, mais on l'attend déjà maintenant la main, mais on tendra la main à des députés qui peuvent être LR bien sûr, mais il y a d'autres groupes, Horizon, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas la guerre civile non plus à l'Assemblée nationale, même si des fois on se parle entre nous, mais on sait très bien. Tout à l'heure, on regardait par exemple les députés LR qui ont voté la censure après la réforme des retraites. Il y en avait 20. Alors, ils étaient plus nombreux à l'époque, ils étaient 63. Mais c'est quand même un tiers du groupe qui avait voté la censure. Et alors, je citerai aucun nom pour pas les mettre en porte-à-faux, mais ce matin, j'ai parlé à un député LR qui peut être compatible. Enfin voilà. Mais après le deuxième tour, on n'est pas là pour sauver la droite. On tend la main à tous ceux, mais qui peuvent être de gauche, qui sont sincèrement patriotes, souverainistes. Rejoignez-nous. Moi, je pense qu'il y a un terme. Moi, je ne prendrais pas le terme de coalition, y compris après le deuxième tour. Vous êtes dans une logique au Rassemblement national d'absorption de tout ce qui peut être un peu à votre gauche. Les LR, effectivement, un certain nombre de membres du bloc central. On a déjà vu un membre, en tout cas de LFI, Monsieur Cotarac, passer chez vous. Donc, il y a chez vous une volonté d'hégémonie. C'est bien pour ça que vous appelez à une dissolution. Vous n'êtes pas, à mon sens, vous me démentirez, vous n'êtes pas, à mon sens, dans une logique de coalition. Vous voulez absorber, manger tout ce que vous pouvez. Philippe Ballard. Quand on se rappelle du score du deuxième tour, il y a un peu plus d'un an, 37%, avec nos alliés ciotistes. Il n'y avait pas eu ce Front républicain, on était majoritaire. Enfin, c'est un peu le jeu de la démocratie. Si vous avez un mouvement, mais encore une fois, qui tend la main à des gens qui peuvent venir aussi de gauche, oui, ça s'est vu sous la Ve République. Enfin, il y a eu le bloc de gauche, de droite, était majoritaire tout seul. Voilà, et on ne parlait pas de coalition à ce moment-là. Je faisais des petits moulinets des bras pour expliquer à Renaud Pilat que non, il faut que j'enchaîne, puisque en effet, on va être en direct de l'Élysée. Qu'y a-t-il dans la tête, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, puisque dans peu de temps maintenant, Sébastien Lecornu devrait prendre la direction de l'Élysée pour faire trancher ce qui doit l'être dans les toutes dernières minutes des ultimes tractations, donc par le président de la République. C'est la Bougriou, c'est avec vous qu'on en parle. Dans un instant. Bon, je crois qu'il y a un petit problème de communication. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Vous saurez tout ce qu'il a dans l'esprit et dans la tête d'Emmanuel Macron grâce à C'est la Bougriou. À tout de suite. L'édition spéciale se poursuit sur LCI dans quelques minutes maintenant. C'est la fin. Va expirer cette
période de 48 heures donnée par le président de la République à Sébastien Lecornu pour tenter d'ultime tractation. Alors voilà, on arrive au terme de ces minutes-là. À 20h, le Premier ministre va s'exprimer. Nous, on essaye de vous dire où nous en sommes précisément. On le fait toujours, ce travail de pédagogie avec Pascal Perrineau. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Toujours avec Christian Saint-Etienne, je vous remercie également. Renaud Pila, bien sûr. Valérie Nataf, bien évidemment. Philippe Ballard, encore une fois, merci d'être avec nous, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Et cette fois, promis, on va essayer de comprendre avec Céla Bougriou depuis l'Elysée ce qu'il se passe dans la tête du président de la République, puisque je le disais, à tout moment, on peut s'interrompre d'ailleurs, puisque Sébastien Lecornu devrait rejoindre l'Elysée pour trancher définitivement les derniers éléments avec le président. Que savez-vous de ce qui se dit à l'Elysée ? Un président au travail, nous glisse l'un de ses proches, qui explique qu'Emmanuel Macron attend les conclusions de Sébastien Lecornu avant de prendre les décisions qui s'imposent pour la stabilité du pays. Et puis, petite carte postale adressée à ceux qui l'ont critiqué ces derniers jours, y compris dans son propre camp, par exemple ses deux ex-premiers ministres. Le président pense qu'il faut que chacun pense à l'intérêt général et pas à son intérêt particulier. Et la dernière phrase, à l'action ici pour les Français maintenant et pas à 2027. Suivez mon regard, c'est à peine signé. Et puis on a pu échanger aussi avec certains de ses interlocuteurs. Vous savez, beaucoup disent qu'Emmanuel Macron est isolé, mais selon certains, il consulte discrètement. Il n'est pas isolé par la fébrilité, il n'est pas contaminé par la fébrilité ambiante. Pas de fébrilité du côté du chef de l'État qui lit parfois les messages de ceux qui l'accompagne depuis maintenant des années, des cadres du camp présidentiel, sans y répondre. Il est totalement mutique, nous glissait l'un d'entre eux, mutique jusqu'à une possible prise de parole ces prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera au tour de Sébastien Lecornu qui rendra compte de ces négociations de ces dernières heures. Et puis après, il y aura très certainement une prise de parole du chef de l'État d'ici à la fin de semaine, mais là encore, tout peut bouger, pas de confirmation à ce stade. Grâce à vous, nous saurons tout. Céla Bougriou, merci beaucoup. Merci à Julie Janus qui est avec vous. Merci. Alors, Pascal Perrineau, vous allez peut-être me dire que c'est comme ça, c'est le sens des institutions, mais est-ce que vous estimez qu'en fait Emmanuel Macron ne devrait plus avoir à trancher ? Que ça ne devrait plus passer par lui d'acter ce qui devrait être fait ou non ? On ne peut pas défaire ce qui est notre loi commune, à savoir la Constitution de 1958, qui, pour une fois dans l'histoire, a fait l'objet d'un quasi-consensus de la droite à la gauche. On ne peut pas défaire la loi suprême, la loi commune. C'est le président de la République qui nomme le chef de gouvernement. C'est comme ça, et c'est même un pouvoir propre, et il va l'exercer demain ou après-demain, après avoir fait ses consultations. Parce que, attention, on a déjà une Assemblée nationale qui est le lieu de l'impuissance, du débat chaotique, des insultes. Regardez le spectacle que donne l'Assemblée nationale tout de même. On dit qu'il faudrait rentrer dans une heure parlementaire de la Ve République. Ça ne donne pas envie à tout le monde, le spectacle de l'Assemblée nationale. Un gouvernement qui, pour l'instant, expédie les affaires courantes et est impuissant à accoucher d'un autre. Il faudrait que l'institution présidentielle soit touchée, c'est-à-dire que, voilà, il y a un problème, le président démissionne. Mais alors là, vous démontez peu à peu tout le mécano institutionnel de la Ve République, et c'est extrêmement dangereux. Je rappelle que dans l'esprit et dans le texte de la Constitution de 58, le président est l'arbitre. Il doit retrouver cette fonction arbitrale qu'il a assez peu, hélas, pratiquée. Oui, c'est ça le problème. C'est là où, en effet, on ne peut pas être à la fois un arbitre et un joueur. Mais là, au fond, l'année et demie qui reste, il pourrait très bien, ou bien être un président de cohabitation, d'autres prestigieux l'ont été, ou bien être un président arbitre. Alors, Philippe Ballard, Emmanuel Macron dans la dernière ligne droite qui fait savoir qu'il faut que chacun pense à l'intérêt général, pas à son intérêt particulier, à l'action. Vous réagissez quoi ? Vous répondez quoi au président de la République ? Eh bien, il faudrait déjà qu'il s'adresse à son propre camp, à ses différents alliés, temporaires parfois, LR, et puis à la gauche, parce que c'est une cacophonie quand même sans nom. Enfin, est-ce que les Français s'y retrouvent ? Non, la réponse, on la connaît très très bien. Donc oui, qu'il s'adresse déjà à ses troupes. Et puis, il y a une façon très claire de penser à l'avenir, à demain, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'au moins, on parlait de cohabitation à l'instant, là, on aurait une cohabitation. Voilà, Jordan Bardella à Matignon, Emmanuel Macron à l'Élysée, puisqu'il s'accroche, il n'a pas envie de démissionner.
Christian Saint-Etienne. Non, je voulais revenir sur l'interprétation gaullienne de Pascal Perrineau de la Constitution de 1958. Dans la vision du général de Gaulle, il se trouve que récemment, j'ai écouté des extraits de conférences de presse qu'il a données dans les années 60. Là, on est dans un cas particulier. Le président de la République porte une lourde responsabilité dans la situation chaotique. Celui qui a amené ce chaos, c'est lui-même qui a dissous, non pas dans l'esprit de la Ve République, mais sur un coup d'émotion à peine l'élection européenne terminée. Donc, à partir du moment où c'est lui qui est à l'origine du chaos, on ne peut pas dire « on va revenir ». C'est l'histoire de la cathédrale, c'est la pierre de fête qui assure la stabilité de la cathédrale. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut jouer le rôle de la cathédrale. Or, il a joué le rôle de celui qui s'attaque aux pierres constitutives de la cathédrale. Je voudrais, avant de vous entendre, Valérie, donner une citation recueillie par notre service politique TF1 LCI sur l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Je l'ai trouvé paumé dans le brouillard, il est blessé, même s'il essaie de faire bonne figure. D'ailleurs, c'est-à-dire dans le Parisien, pardonnez-moi, un interlocuteur anonyme. Mais est-ce qu'il a encore une chance? Est-ce que là, c'est sa chance, peut-être la dernière, mais une chance d'être là jusqu'à 2027 et d'assurer son mandat, quoi que ce soit? Est-ce que d'ailleurs c'est ce qui se joue là, dans ces secondes qui s'écoulent? Alors, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, et peu de gens le sont, mais tous ceux qui le connaissent disent que plus il y a des demandes pour une démission du président de la République, et moins il le fera. La manière qu'a Emmanuel Macron d'incarner ce qu'il pense être la fonction présidentielle l'empêche absolument de même envisager cette possibilité. Par ailleurs, il considère que c'est comme ça qu'on protège la fonction présidentielle, parce que si à chaque fois qu'on a une crise politique, et la France n'en est... Alors celle-là, elle est particulièrement gratinée, si vous me permettez l'expression, mais si à chaque fois qu'on a une crise politique et qu'on demande la démission d'un président de la République et qu'il s'exécute, alors là, c'est plus la Ve République du tout. Philippe Ballard, pardonnez-moi Renaud, mais Philippe Ballard, parce que vous demandez, vous dites, Marine Le Pen commence à dire, ça peut être une sage décision, la démission. On n'appelle pas, mais on lui suggère. Voilà, contrairement à d'autres. Mais c'est une crise politique et qui peut déboucher sur une crise institutionnelle quand même. Et puis quand on regarde les études d'opinion, quand même, quand on a un président de la République qui a 82-83% d'opinion négative, il y a un moment, il peut peut-être en tirer quand même les conséquences. C'est lui le point de blocage. Il est tout seul, là. Il a même plus de Premier ministre pour l'instant. Il est en première ligne et ce chaos, c'est lui qui l'a provoqué. Il a abîmé nos institutions, il a abîmé nos finances publiques, notre politique migratoire, sécuritaire, etc., etc. Donc il y a un moment, il pourrait peut-être tirer les conclusions de son échec. Le général de Gaulle, c'est toujours l'exemple que l'on prend, parce qu'il n'y en a eu qu'un pour l'instant. Il fait un référendum, il le perd, il démissionne. Oui, mais là, il a perdu quand même les européennes, les législatives. Il y a un moment, il a une cote, mais désastreuse. Il peut en tirer les conséquences. Non ? Oui, mais tirer les conséquences de son échec, Philippe Ballard, ça voudrait dire que Emmanuel Macron reconnaît son échec. Or, c'est une personnalité qui ne reconnaît pas d'échec. Emmanuel Macron a une psychologie qui fait qu'il n'est jamais dans le refus d'obstacles.